Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Aya-Paul Abiné respire enfin l'air de la liberté après avoir été brutalement interpellé et jeté en prison en violation de ses droits de magistrat hors hiérarchie encore en fonction. Aya-Paul Abiné est sorti diminué, amoindri par un enfer carcéral dans lequel il était détenu durant 8 mois. Sa famille est aujourd'hui partagée entre les sentiments de soulagement et de colère, d'injustice. Au-delà de ces retrouvailles riches en émotions, tous les Camerounais des 10 régions du pays ont le regard rivé vers le tribunal militaire de Yaoundé, où se joue le destin des autres leaders de la crise anglophone et ces personnes anonymes interpellées dans le cadre de cette crise et bénéficiaires de l'arrêt des poursuites judiciaires. À suivre dans ce journal le film de cette folle journée de libération de certains leaders de la crise anglophone, les réactions à Bamenda et surtout cette équation à 1000 inconnus concernant l'effectivité de la prochaine rentrée scolaire dans le chaudron de la crise anglophone. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Aya-Paul Abiné passe sa première nuit en compagnie de sa famille et ses proches à son domicile situé à Yaoundé. Ce magistrat hors hiérarchie respire enfin l'air de la liberté après 8 mois de détention vécue en violation de ses droits. Il s'en est sorti amoindri avec un état de santé dégradé. Au-delà de ces retrouvailles riches en émotions, sa famille a le cœur soulagé et rempli de colère, d'injustice. Élisée Bokba et Marcelin Gansop. Il est 12h05 ce jeudi 31 août 2017, lorsque le temps suspend son vol au quartier Tam-Tam Week-end, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. À bord de ce véhicule de la gendarmerie nationale se trouve Paul Aya Abiné. Le magistrat hors hiérarchie retrouve son domicile qu'il a brutalement quitté un 21 janvier 2017. Et le voici de retour, sans tambour ni trompette, mais dans la paix du Christ. Les retrouvailles sont chaleureuses, mais Paul Aya Abiné n'a pas suffisamment de force pour exprimer le sentiment qui l'anime. Aussi allons-nous nous contenter de ces quelques mots. Et nous avons un porte-parole de la famille qui peut s'exprimer, mais pour le moment je n'ai rien à dire, en dehors de dire merci à Dieu. L'on voit bien que Paul Aya Abiné est diminué et c'est son épouse qui va finalement porter la voix de toute la famille en ce 31 août 2017 qui restera à jamais gravé dans les mémoires. J'ai vécu une scène que je ne peux pas expliquer le 21 janvier 2017 quand on tirait M. Aya de cette chaise. On tirait son pantalon qu'on avait besoin de lui, qu'il ait recherché. Et il posait la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qui me veut? J'étais ici debout, je ne pouvais même pas parler. J'étais ému, j'ai croisé mes bras. Et nous avons fait 8 mois de calvaire. Parce que aller au CED, matin, midi, soir, c'est pas une petite chose. C'est merci. C'est tout le premier mot que j'ai. Merci au Dieu Tout-Puissant. Oui. Merci au chef de l'État qui a finalement su la vérité et laissé M. Aya. 8 mois, c'est pas 8 jours. Une joie évidente, mais beaucoup de pincements au cœur. Et pour cause, Paul Aya Abiné a quitté son domicile en janvier dernier, rayonnant de santé. Il le regagne 8 mois plus tard, pris en otage par la maladie. Il est cardiaque. C'est un monsieur qui n'a jamais pris les remèdes. Qu'il reste comme ça, il prend les remèdes. Même s'il a le pali dit que non, vous aimez trop les remèdes. Mais aujourd'hui, chaque matin, il a 8 comprimés à prendre. Et pour toute sa vie. Voilà l'œil qui est là. Il ne voit pas bien. Là où on l'avait mis. Parce qu'il a commencé à avoir chaud. Il était mouillé de la tête jusqu'aux pieds dans la nuit. Et il a commencé
a secoué la porte, a donné les coups de poing à la porte de sa cellule. C'est là que Dieu a envoyé quelqu'un, toujours du CED, qui passait, on ne sait pas comment, pour venir demander mais qu'est-ce qui se passe. Qu'on ouvre, et c'est là qu'on a ouvert. Il l'a fait sortir. Il lui dit, si vous me remettez encore là, je vais mourir. Le matin, on a vu que sa face était gonflée, que tout était noir. Je lui ai demandé que c'est quoi. Mais on laisse tout à Dieu, parce qu'on ne doit pas poser des questions. Peut-être sa vie était tracée comme ça. En dehors de la famille, les voisins du quartier sont les autres témoins de ce retour silencieux, mais ô combien chargé d'émotions. Paul Aya Abine, bien que diminué par la maladie et le calvaire vécu pendant sa longue détention, savoure cet instant, l'instant des retrouvailles après une douloureuse absence. C'était un rêve, il est devenu réalité aujourd'hui. Paul Aya Abine, qui a toujours clamé son innocence, a retrouvé la chaleur et la tranquillité de son domicile, le cœur meurtri, mais l'essentiel est sauf aujourd'hui. Il est là. Il prendra le temps nécessaire pour dire comment il perçoit l'acte présidentiel, mais c'est déjà important qu'il ait retrouvé sa famille après une longue détention qui aura été difficile, mais alors une épreuve plutôt douloureuse. Ici le domicile de Paul Aya Abine à Tam Tam Week-end, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, tous les Camerounais des 10 régions du pays ont le regard rivé vers le tribunal militaire de Yaoundé où se joue le destin des autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Et selon les dernières informations, les premières bénéficiaires de l'arrêt des poursuites pendant devant le tribunal militaire à Yaoundé sont Congo Félix Agbo, Fontaine-Neba et environ une vingtaine de personnes anonymes interpellées dans le cadre de cette crise. Le cas de Mancho BBC et d'autres personnes doivent être examinées lors d'une prochaine audience, selon nos reporters présents sur place au tribunal militaire de Yaoundé. Et déjà, des scènes de liesse et de joie sont vécues à Bamenda au lendemain de l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders du consortium de la société civile anglophone et toutes les autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Et il y a des populations qui attendent avec impatience le retour de leurs proches. Certains parents espèrent que cette décision de Paul Biya va décrisper les tensions. Ils croisent les doigts également pour qu'elle puisse résoudre l'équation de la rentrée scolaire dans le chaudron de la crise anglophone. Reportage Innocent Abega, Foran Sontjanji et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce jeudi 31 août 2017, c'est une ville de Bamenda, beaucoup plus bruyante que ces derniers jours. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations, au lendemain de l'acte du chef de l'État ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre certaines personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. En tout début de matinée, les réactions de ces habitants sur le sujet ne se font pas attendre. I'm very happy to see the people first. Je suis très satisfaite, mais nous voulons d'abord les voir en liberté et ainsi nos enfants iront à l'école. Dans le cas contraire, la rentrée ne sera pas effective. Nous sommes très heureux. Maintenant, il n'y aura plus de tension. Je crois que cette crise relève désormais du passé. C'est un bon début. Dès que toutes ces personnes auront effectivement retrouvé la liberté, il faudra maintenant poursuivre le dialogue. We were talking about dialogue. If these people have been released, all of them, and we go back to the table and dialogue and look for a way forward into this matter. Pour ces habitants de Bamenda, il est donc clair qu'après cette étape, il faudra fournir d'autres efforts. Cet arrêt des poursuites judiciaires prononcées, ordonnées au sommet de l'État, est-il l'émanation de la simple volonté du président de la République à résoudre de façon pacifique cette crise? Un faisceau d'indices illustre à suffisance l'énorme pression sur le plan interne, à la fois social et politique, mais aussi l'inquiétude de la communauté internationale. Acculés de toutes parts, les pouvoirs publics ont cédé face au risque élevé d'insécurité et d'une année scolaire blanche dans les régions anglophones. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo dans ce reportage.
Les pontes du régime de Yaoundé ont longuement été critiquées sur la gestion faite par elle de la crise anglophone. Une gestion qui a très souvent frôlé l'arrogance selon plusieurs acteurs et qui était en forte contradiction avec les nombreux appels au dialogue et surtout à la libération des protagonistes en Bastille après l'échec des négociations. Pourtant, la pression était forte et importante, ce qui donne une connotation clairement politique à la décision de Paul Biya qui s'est vu presque forcer la main en les libérant. D'abord, au niveau des institutions, le Vatican et l'Organisation des Nations Unies ont pesé de leur poids, que ce soit à travers le pape lors de l'audience du mois de mars accordée à Paul Biya ou encore par le truchement du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Lansana Fall. Sur le plan national, des parlementaires issus du parti au pouvoir s'étaient tout aussi mobilisés dans le même sens. Ensuite, au niveau diplomatique, toutes les missions explicatives envoyées par Paul Biya dans les pays étrangers pour éclairer la diaspora ont échoué, étant marquées dans certains pays par des bagarres géantes. Il y a aussi la visibilité de plus en plus accrue des sécessionnistes anglophones, de leurs drapeaux et de leurs armoiries sur la scène internationale. Enfin, il y a la situation chaotique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les actes répétés de vandalisme, les villes mortes, la forte militarisation, toutes choses qui concouraient à une année scolaire une fois encore tumultueuse. Le président de la République avait-il au regard de ce tableau d'autres choix? La décision d'arrêter ces poursuites judiciaires remet aussi au goût du jour les questions sur la valeur et la qualité de la justice camerounaise. Car voilà que sont remises en liberté des personnes présentées hier comme des dangereux terroristes. Un vrai scandale sous d'autres cieux. Cette crise anglophone, c'est environ 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violente répression, 9 mois de défiance, de boycott et de villes mortes. Une crise sans précédent vécue au Cameroun. Ike Cyril retrace l'ADN de cette crise anglophone dans ce reportage. Au commencement était la grève des avocats lancée le 11 octobre 2016 et celle des enseignants lancée le 21 novembre 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La réaction du gouvernement fut marquée par la création dans un premier temps d'une commission interministérielle placé sous la présidence de Jacques Famdongo. Mais les grévistes vont recuser le ministre de l'Enseignement supérieur, obligeant le Premier ministre à prendre les choses en main. La médiation de Philémon Yang sera malheureusement de courte durée. Le 25 novembre 2016, il subit un cuisant échec face aux grévistes qui élaborent alors une résolution en 8 points pour une sortie de crise. Le gouvernement a jusqu'au 30 novembre 2016 pour se prononcer sur au moins un seul des 8 points. La veille, c'est-à-dire le 29 novembre, une nouvelle commission est créée et placée sous la présidence de Paul Gogomo Mingo, directeur du cabinet du Premier ministre. Dans la foulée, le gouvernement annonce une subvention de 2 milliards de francs CFA pour les établissements privés et le recrutement de près de 1000 enseignants bilingues. Le 2 décembre 2016, les leaders anglophones émettent des réserves sur ces mesures. C'est alors que les partis politiques entrent en scène. Le RDPC notamment programme un meeting qui tourne en rixe et s'achève dans la confusion la plus totale le 8 décembre 2016 à Bamenda. Le 12 décembre 2016, Paul Gogomo conditionne le début des travaux de la commission interministérielle par la levée du mot d'ordre de grève. Une position taxée de mauvaise foi par les leaders qui y opposent une fin de non-recevoir. 27 décembre 2016, les travaux de la commission démarrent enfin à Bamenda. Mais les leaders claquent la porte au bout de quelques heures de négociation. Pendant ce temps, d'autres travaux conduits à Yaoundé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, connaissent eux aussi un échec. Les positions se radicalisent, la crise s'enlise et le gouvernement commence les arrestations. Maître Fontem Neba et Agbombala sont arrêtés le 17 janvier 2017. Mancho Bigbisi est arrêté le lendemain 18 janvier et Paul Aya Abine le 21 janvier pour ne parler que des arrestations les plus spectaculaires. Maître Akere Mouna, l'ancien bâtonnier, a un peu plus de chance. Après son audition le 24 mars 2017, il n'est pas arrêté. Le procès des leaders incarcérés se déroule à Yaoundé et non dans les tribunaux du ressort de leur lieu d'interpellation.
Après plusieurs audiences et autant de renvois, les avocats de la défense demandent sans succès la libération provisoire des leaders incarcérés. L'affaire se déporte même du tribunal militaire de Yaoundé pour le tribunal de grande instance du Fundi sans que les leaders soient libérés. Et c'est finalement un décret de Paul Biya, ce 30 août 2017, qui ordonne l'arrêt des poursuites contre les personnalités arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Et ils sont nombreux, des parents qui espèrent que cet arrêt des poursuites judiciaires pourrait décrisper les tensions dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et surtout résoudre cette équation relative à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon des parents qui ont encore à l'esprit cette année scolaire précédente qui a été tumultueuse, paralysée durant plusieurs mois, une année scolaire difficile où les enfants, durant plusieurs mois, n'ont pas pu se rendre à l'école en raison des villes mortes observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, année tumultueuse qui pourrait peut-être encore se présenter, d'où cette libération de certains leaders du consortium de la société civile anglophone. Comment cette année s'est-elle déroulée? 2016-2017, année scolaire tumultueuse dans le chaudron de la crise anglophone. C'est un grand reportage signé Eric Watat et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le 6 novembre 2016, 6 syndicats professionnels d'enseignants anglophones décident d'emboîter le pas aux avocats des mêmes régions du Cameroun en lançant un mot d'ordre de grève qui appelle les parents d'élèves, les enseignants et les étudiants à ne plus aller à l'école à partir du 21 novembre 2016. Ces syndicats d'enseignants conditionnent la reprise des classes par la satisfaction à 11 revendications adressées au gouvernement. D'abord, ils dénoncent l'affectation dans les établissements anglophones des enseignants de première langue française qui ont une connaissance approximative de l'anglais. Des jours s'écoulent et le 21 novembre 2016, la grève est effective dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. À Yaoundé, la situation fait bouger le gouvernement. Le ministre de l'enseignement supérieur, celui des enseignements secondaires et le ministre de l'éducation de base se rendent à Bamenda pour tenter de désamorcer la grève. Mais ils font face à la radicalisation des syndicats des enseignants. Le président de la République entre alors en jeu et décide d'instruire au gouvernement le redéploiement des enseignants en zone anglophone, tout en octroyant 2 milliards de francs CFA à titre de subvention pour les établissements privés et confessionnels. Mais ça ne changera rien. Le premier trimestre reste fortement perturbé dans cette partie du pays. Le gouvernement multiplie des rencontres avec les syndicats. Le 27 décembre 2016, aux 11 revendications précédentes, les syndicats des enseignants anglophones ajoutent la libération des personnes interpellées dans le cadre des manifestations du 8 décembre et l'accroissement des membres du comité ad hoc avec l'implication des ressortissants du sud-ouest. Entre les deux parties s'installe désormais un dialogue de sourds. À l'université de Buea, alors que la grogne grimpe dans le secteur de l'éducation, les étudiants se font entendre à leur tour. Nous réclamons la réhabilitation de l'association des étudiants dans cette université. L'année scolaire dans les régions anglophones prend du plomb dans l'aile. Certains trouvent là l'opportunité de se lancer dans des dérives. Le 7 janvier 2017, ils mettent le feu sur des bâtiments de l'école d'Atouakoum, dans l'arrondissement de Bamenda 2e, désemparant ici les élèves qui ne demandent qu'à suivre leur cours. Je ne me sens pas bien du tout. Ma salle de classe a été brûlée par les flammes. Mon frère et moi, où allons-nous fréquenter dorénavant? La peur gagne du terrain. Plusieurs parents décident de ne plus laisser leurs enfants aller à l'école à cause des violences dont ils sont victimes. La rentrée à chaque trimestre se fait dans la peur. Ce n'est pas du tout intéressant que nous soyons seulement quelques-uns en classe à cause des violences. Nous venons à l'école mais sans uniforme, par peur de représailles. Ainsi, dans les régions anglophones, ils sont nombreux qui ont été inscrits à l'école, mais finalement ont passé une année blanche. Une situation qui a plongé plusieurs parents d'élèves dans le désarroi. Quelle est la situation là-bas?
Ok, bon, mais essaye donc de faire comme tu dis, mais bon, prendre toutes les précautions et puis essaye quand même d'avoir toutes les informations. Aussi bien à l'Université de Goya que dans ton ancien établissement privé. C'est extrêmement difficile parce que c'est une année complètement ratée. On a pris toutes les dispositions au niveau de la famille pour louer un studio. On a payé à peu près à 210 000 francs annuellement. Maintenant, la pension a été payée au moins le tiers. Il était question qu'on paye encore en janvier, mais rien n'a bougé et donc il a tourné en rond comme ça et on avait tout espoir que les choses vont s'arranger. Comme c'était dans une université privée, donc il squattait un peu à l'université de Boya pour attendre. Et je peux vous dire qu'actuellement il est encore reparti parce qu'il a tout pu s'inscrire à l'université là-bas. Bon, il a demandé de s'inscrire donc cette fois-ci à l'université de Boya. Mais avec les nouvelles que j'ai eues ce matin, que beaucoup de gens sont en train de faire inscrire leurs enfants de ce côté, j'ai demandé qu'ils attendent d'abord. Bloquer l'accès à l'éducation aux enfants, c'est simplement inadmissible, affirment ses parents d'élèves. Aucun parent au monde ne peut accepter, priver son enfant du droit le plus essentiel, qui est l'éducation. Je suis plus que préoccupé. Je suis plus que préoccupé parce que l'amour du Cameroun devrait être au centre de tout ce que nous devons faire. Dans les revendications corporatistes, politiques et autres, nous devons mettre l'intérêt du Cameroun d'abord. Et l'intérêt du Cameroun part de sa jeunesse. Parce qu'une jeunesse qu'on prive d'éducation, qu'on prive de la formation, c'est une jeunesse qu'on envoie en pâture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on revendiquera demain au Cameroun quand cette tranche de jeunes n'arrivera pas à pouvoir se mettre à niveau pour les concours, pour des institutions ou alors pour pouvoir s'épanouir dans la société? Ce sera de notre faute, ce serait la faute du politique, ce serait la faute de la société, ce serait la faute des acteurs qui ont paralysé cette tranche-là. Donc, vivement que la sérénité revienne. La situation n'a pas laissé indifférents les hommes politiques. Il est difficile pour un parent de savoir qu'il y a des occasions de vie morte dehors avec des violences et de dire à ses enfants d'y aller. En plus, il y a eu les attaques des écoles. Si les parents étaient d'accord pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école, il n'y a pas besoin de brûler l'école. Il n'y a pas besoin de s'en prendre aux policiers. Si j'aime les enfants, je dis les enfants, vous ne partez pas, ils ne partent pas. En seuil des violences, c'est bien parce qu'il y a des parents qui ne souhaitaient pas. Ensuite, il est illusoire de voir qu'il y a une idée qui peut recueillir 100% des opinions. Autrement dit, même si une majorité de parents anglophones ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école, il y aurait eu au moins une minorité, aussi petite qu'elle soit, qui voulait envoyer ses enfants à l'école. Il fallait les laisser, le recrédibiliser. Le fait que, bon, c'est de volonté délibérée. Mais le fait qu'on l'empêche, il y a donc un doute très important. Et le fait qu'il y ait des violences, le doute est encore plus important. Les parents ont un besoin de sécurité, c'est tout. Mais moi, je ne vois pas dans quelle logique, dans quel état d'esprit peut être un parent qui décide de ne pas envoyer ses enfants à l'école. Avocat, homme politique et fils de la région du Nord-Ouest, maître du Lusatchou, affirme que ces actions ont vite fait de diluer certaines revendications pourtant légitimes. Chez nous, les anglophones, le droit et l'éducation, n'est-ce pas, sont des domaines très sensibles. Lorsque vous touchez à ça, n'est-ce pas, c'est créer des revenus un peu partout. Vraiment, je suis vraiment touché du fait que les enfants ne sont même pas fréquentés, n'est-ce pas, l'année dernière. Et je pense que c'est vrai qu'on a géré, n'est-ce pas, le président de l'État en matière d'éducation et en matière de la justice, mais le fait d'utiliser les enfants, n'est-ce pas, comme les boucs émissaires, comme ceux qui subissent le sort, n'est-ce pas, vraiment me touche et je ne suis pas d'accord. Mais nous sommes dans un état de droit dans lequel il faut qu'on revoie comment on peut faire, n'est-ce pas, pour améliorer la situation, pour faire en telle sorte que la majorité des Camerounais soient contents. La radicalisation de la crise anglophone, selon des sociologues, est passée par le secteur de l'éducation à cause de la capacité de ce secteur à rassembler les masses. C'est que le milieu éducatif est premièrement l'espace le mieux organisé.
est le plus approprié pour une telle crise, à travers lequel on peut mobiliser facilement les acteurs, plutôt que d'aller créer de nouveaux espaces où il faut organiser les acteurs. Le milieu éducatif est un milieu déjà organisé. De deux, le milieu éducatif est un milieu qui implique les masses populaires dont on a besoin pour la réussite d'une révolution, pour la réussite de quelque forme de rupture avec une entité politique préalable. Et un dernier aspect qui voudrait que la culture anglo-saxonne soit une culture où l'action collective porte mieux. Parce qu'il y a les logiques d'action collective. Et les logiques d'action collective, c'est-à-dire les logiques de mobilisation populaire. Et donc ceux-là sont capables de porter des moyens de mobilisation qui soient plus efficaces que ce qu'on a souvent constaté dans l'ensemble du territoire. D'ailleurs, nous connaissons que le mouvement de protestation des étudiants a toujours commencé par Bouya et a toujours été mieux porté dans la zone anglophone. L'année scolaire 2017-2018 pointe à l'horizon et le souhait de plusieurs Camerounais est de voir les enseignants, les élèves et les étudiants reprendre sereinement le chemin de l'école. Un grand reportage réalisé au cœur de cette année scolaire 2016-2017, paralysée par cette crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et ce soir, c'est le tribunal militaire de Yaoundé qui cristallise toutes les attentions. C'est là où se joue le destin des leaders du consortium de la société civile anglophone et les autres personnes interpellées dans le cadre des crises et des violences survenues dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, qui sont les premiers bénéficiaires de l'arrêt des poursuites pendantes devant le tribunal militaire à Yaoundé. Nos reporters, Joël Essenge et Ike Cyril, n'ont rien manqué de l'audience qui s'est tenue en début de soirée au tribunal militaire à Yaoundé. Reportage. Dans ce véhicule appartenant à la prison centrale de Yaoundé-Koningui se trouvent Maître Agbon Bala et Dr Fontem Neba. Leur libération vient d'être prononcée par la juge du tribunal militaire de Yaoundé. Ils sont dans le véhicule en train de rentrer à Koningui, certainement pour faire leurs affaires avant de pouvoir retrouver leur domicile. Nous étions tous fixés sur le fait que l'interruption des poursuites interviendrait et que l'audience viendrait de façon strictement procédurale pour consacrer la décision qui avait été prise hier de mettre un terme aux procédures qui avaient été engagées contre les leaders et un certain nombre d'autres personnes. Ceux qui ont été mis hors de cause vont sortir, ils sont juste allés effectuer les formalités de levée d'écrou. Et ils vont sortir certainement ce soir, d'après les assurances qui nous ont été données. Mais la procédure se poursuivra pour ceux qui n'ont pas bénéficié de la mesure d'interruption des poursuites. Depuis hier, vous le savez, un communiqué du secrétaire général de la présidence de la République annonçait que le président de la République, justement, avait décidé l'arrêt des poursuites contre certaines personnalités arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Alors, il fallait bien que le juge se prononce. C'est ce qui vient de se passer au tribunal militaire de Yaoundé. L'audience a démarré exactement à 17h58 après une longue attente, pratiquement toute une journée d'attente, parce qu'ils sont nombreux, elles sont nombreuses, les personnalités qui ont été interpellées. Il fallait donc établir une liste pour savoir qui allait bénéficier de cette mesure présidentielle. On ne pouvait pas laisser tout le monde comme si l'État était totalement faible. Ce n'est pas dire qu'on est fort, mais au moins il faut que la justice soit rendue, parce que dans le dossier, vous savez qu'il y a des parties civiles qui ont été vraiment victimisées. Il y a l'État qui a perdu des bâtiments, des édifices. Il y a des policiers qui ont été violentés. Il y a des morts d'hommes. Donc nous apprécions dossier par dossier et on laisse selon la gravité de l'infraction. Parmi les leaders les plus connus, il faut dire que Mancho BBC, l'animateur, on va dire célèbre, n'a pas bénéficié de cette mesure. Il est bel et bien resté dans le box des accusés ici au tribunal militaire. Certaines personnalités ont été libérées, pour autant l'affaire n'est pas terminée. La juge a renvoyé l'affaire au 28 septembre 2017, c'est donc la date de la prochaine audience ici au tribunal militaire de Yaoundé. Depuis le tribunal militaire justement, Emmanuel Diop
Aïk Cyril, Equinox Télévision. Dans le reste de l'actualité, à quelques heures de la fête de la Tabaski, ce n'est pas vraiment la grande affluence. Au marché du mouton à Douala, le bétail est pourtant disponible en grande quantité et les prix abordables. Les commerçants attendent que les clients se bousculent lors du jour J. Reportage Gladys Sidier et Farel Bounia. Partis de la région du Nord, la plupart des commerçants au marché du mouton à Douala attendent les acheteurs. Ces derniers se font rares à 24 heures de la fête de la Tabaski. Certains viennent juste s'enquérir des prix des bêtes. On a trouvé le prix, les endroits c'est abordable, d'autres part aussi c'est un peu cher. On essaie de voir par rapport, comme moi j'ai essayé de voir l'autre mais je n'ai pas pu prendre parce que c'est un peu cher. J'attends d'ici demain, peut-être ça peut aller un peu. On n'a pas encore bien tombé d'accord. Je suis en négociation encore avec lui. Le bétail est pourtant disponible en grande quantité. Les prix varient en fonction de la taille et de la grosseur du mouton. Ça varie de la grandeur du mouton. Donc de 40 000, 50 000, 60, ainsi de suite. Bon, par rapport à l'année passée, selon ce qu'on voit maintenant, l'année passée, les gens ont vite acheté par rapport à l'année-ci. Bon, les prix sont abordables, de 40 à 150. Et cette année-là, la fête là, ça a coïncidé avec la rentrée. Tu sais que c'est pas quand même facile. Les vendeurs reconnaissent que les parents sont absorbés par les préparatifs de la rentrée scolaire. Ils misent désormais sur la journée de demain pour écouler totalement leurs marchandises. Nous sommes là presque 3 jours aujourd'hui, à peu près 185 bêtes comme ça. Pour l'instant, on n'a rien payé. On achète le mouton donc le jour de la fête seulement. La majorité qu'on achète le mouton. Oui, on attend aussi quand même la journée de demain. Bon, j'ai fait 4 jours ici. J'ai amené 250. Comment les moutons là sont devenus, ça a perdu du poids. Au marché du mouton à Douala, il faut débourser en moyenne 40 000 francs CFA pour une bête. La fête de la Tabaski commémore le sacrifice que Dieu demanda à Abraham pour tester et éprouver sa foi. La fête du sacrifice correspond aussi à la fin du pèlerinage à la Mecque. Comment se prépare la rentrée scolaire dans le reste du pays? C'est un casse-tête pour les parents d'élèves résidant à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest. C'est le constat que font Dallas Kana et Jean-Paul Chouignat dans ce reportage. À quelques jours de la rentrée scolaire, les parents d'élèves ne savent plus où mettre la tête. Peu d'entre eux se bousculent dans les marchés et librairies de Bafoussam pour l'achat des fournitures scolaires de leur progéniture. Sur toutes les lèvres, le manque de moyens financiers en cette période que tous qualifient de vache maigre. C'est triste, les parents n'ont pas l'argent, il y a une crise économique profonde. Il n'y a pas assez de moyens pour mettre l'enfant aux petits soins. Parce que quand on envoie un enfant à l'école, il faut qu'il ait tous ses fournitures scolaires, mais qui ne va pas demander ou qui ne manque pas pour être stressé parmi ses amis. Si certains boudent encore les étalages, c'est courage à deux mains que d'autres parents ont entamé les préparatifs de la rentrée 2017-2018. Non, c'est le prix des livres qui me fâche là. Même pas le prix du cahier, mais les prix des livres. Les cahiers sont abordables, mais les livres sont extrêmement chers. Si à Bafoussam, de nombreux parents d'élèves souffrent encore de violents maux de poche, du moins les comptoirs de la rentrée scolaire sont déjà bien approvisionnés, mais pas du tout achalandés, déplorent les libraires et autres vendeurs de livres de seconde main. On achète la marchandise, il n'y a pas de clients. Et les fournisseurs sont en train de mettre la pression. Avec les crédits bancaires qu'on a pris là, on ne sait pas comment on va faire pour régulariser tout ça. Les parents ne sont pas sur le marché, donc on attend encore les clients. Cette année, ça ne se passe pas comme les autres années. Depuis que nous sommes là, il n'y a aucun parent ne se présente. Nous savons pas si dans la tête, c'est le fait que la liste des fournitures scolaires sortent d'abord très en retard. Face à la timidité observée dans les marchés et librairies de Bafoussam, les vendeurs de fournitures et tenues scolaires espèrent faire de bonnes affaires avant le 4 septembre, jour officiel du premier coup de cloche de la nouvelle année scolaire. Un public reportage dans ce journal avec l'Union de brasserie du Cameroun qui accompagne ses fidèles et meilleurs consommateurs dans la préparation de la rentrée scolaire de leurs enfants pour le compte de l'année scolaire 2017-2018. Reportage.
Bouddha Chang Douala, un véritable 3 en 1 opéré par l'entreprise de l'Union camerounaise de brasserie le week-end dernier, périple commandé par la campagne Quality Back to School en prélude à cette nouvelle année scolaire. C'est donc chargé de manuels nécessaires à l'écolier ou à l'élève pour une bonne reprise des cours que le carpodium de l'entreprise a fait le tour de ces 3 villes pour apporter du sourire aux parents anxieux comme à l'accoutumée pendant cette période. Il n'aura fallu que d'une capsule contenant le message School Material à ces fidèles consommateurs de la KGB pour chasser cette anxiété en remportant le magnifique pack nécessaire à leurs enfants pour bien démarrer cette nouvelle année scolaire. Et c'est toujours autour d'une bonne bouteille de leur boisson favorite que ces heureux parents ont reçu ces cadeaux, une aubaine en ces moments de conjoncture plutôt complexe. Cahiers, stylo à billes, règles à mesurer, trousses à ranger, boules à eau, tout ceci contenu dans un sac de classe estampillé spécial pamplemousse. Voilà ce qu'a offert l'Union camerounaise de brasserie aux parents de Bouddha, Chang et Douala. 3 lieux différents et pour le moins éloignés, mais toujours la même ambiance, la même joie, la même chaleur malgré le temps frisquet et surtout la même satisfaction tant chez les consommateurs gagnants ou non que chez l'équipe qui voit encore une fois la grande famille UCB accueillir d'autres membres de qualité comme cette campagne, comme cette boisson la KGB et surtout comme cette initiative de l'Union camerounaise de brasserie représentée par le responsable de la communication. C'est une good initiative put in place by Union camerounaise de brasserie. We don't only think of the good quality of our beer, but we make sure that we invest in the social well-being of our consumers. The campaign is still going on, and so they can still look in the account, and they can be the lucky winner, of course, of either 25,000 francs or 100,000 francs scholarship, and of course school materials. And don't forget that, as I earlier said, in partnership with the Carrefour de Fosso Foundation, the teachers are not left out. They will also receive a reward from this foundation worth the sum of 30 million francs CFA. Au-delà de ces kits de manuels scolaires offerts aux parents pour leurs enfants, la campagne Quality Back to School, avec le soutien de la Fondation KJD Fosso Joseph, s'est également donné pour mission de récompenser les enseignants des meilleurs établissements scolaires et plus encore offrir des ordinateurs portables aux meilleurs enseignants des établissements scolaires choisis par les parents consommateurs de la KJB. Un devoir social que s'est donné l'Union camerounaise de brasserie pour davantage satisfaire ses consommateurs et les aider à accomplir le leur en tant que parents. C'est KG pour nous aider à préparer la rentrée scolaire. It's my benefit of KG beer today and I thank you very much. Sur ce, excellente rentrée scolaire à toutes et à tous et surtout, merci de rester fidèles aux produits de l'Union camerounaise de brasserie. Avec KG Beer, votre rentrée scolaire est assurée. KG Beer, savourez la qualité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision pour suivre juste après ce journal Regard Social, émission présentée ce soir par Éric Fernand Kwamo. Bonne soirée sur cette même antenne. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, Aya-Paul Abiné respire enfin l'air de la liberté après avoir été brutalement interpellé et jeté en prison en violation de ses droits de magistrat hors hiérarchie encore en fonction. Aya-Paul Abiné est sorti diminué, amoindri par un enfer carcéral dans lequel il était détenu durant 8 mois. Sa famille est aujourd'hui partagée entre les sentiments de soulagement et de colère, d'injustice. Au-delà de ces retrouvailles riches en émotions, tous les Camerounais des 10 régions du pays ont le regard rivé vers le tribunal militaire de Yaoundé, où se joue le destin des autres leaders de la crise anglophone et ces personnes anonymes interpellées dans le cadre de cette crise et bénéficiaires de l'arrêt des poursuites judiciaires. À suivre dans ce journal le film de cette folle journée de libération de certains leaders de la crise anglophone, les réactions à Bamenda et surtout cette équation
à 1000 inconnus concernant l'effectivité de la prochaine rentrée scolaire dans le chaudron de la crise anglophone. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Aya-Paul Abiné passe sa première nuit en compagnie de sa famille et ses proches à son domicile situé à Yaoundé. Ce magistrat hors hiérarchie respire enfin l'air de la liberté après 8 mois de détention vécue en violation de ses droits. Il s'en est sorti amoindri avec un état de santé dégradé. Au-delà de ces retrouvailles riches en émotions, sa famille a le cœur soulagé et rempli de colère, d'injustice. Élisée Bokba et Marcelin Dransop. Il est 12h05 ce jeudi 31 août 2017, lorsque le temps suspend son vol au quartier Tam-Tam Week-end, dans le 3e arrondissement de Yaoundé. À bord de ce véhicule de la gendarmerie nationale se trouve Paul Aya Abiné. Le magistrat hors hiérarchie retrouve son domicile qu'il a brutalement quitté un 21 janvier 2017. Et le voici de retour, sans tambour ni trompette, mais dans la paix du Christ. Les retrouvailles sont chaleureuses, mais Paul Aya Abiné n'a pas suffisamment de force pour exprimer le sentiment qui l'anime. Aussi allons-nous nous contenter de ces quelques mots. Nous avons un porte-parole de la famille qui peut s'exprimer, mais pour le moment je n'ai rien à dire, en dehors de dire merci à Dieu. L'on voit bien que Paul Aya Abiné est diminué et c'est son épouse qui va finalement porter la voix de toute la famille en ce 31 août 2017 qui restera à jamais gravé dans les mémoires. J'ai vécu une scène que je ne peux pas expliquer. Le 21 janvier 2017, quand on tirait M. Aya de cette chaise, on tirait son pantalon qu'on avait besoin de lui, qu'il ait recherché. Et il posait la question, qu'est-ce que j'ai fait? Qui me veut? J'étais ici debout, je ne pouvais même pas parler. J'étais ému, j'ai croisé mes bras. Et nous avons fait 8 mois de calvaire. Parce qu'aller au CED, matin, midi, soir, c'est pas une petite chose. C'est merci. C'est tout le premier mot que j'ai. Merci au Dieu Tout-Puissant. Oui. Merci au chef de l'État qui a finalement su la vérité et laissé M. Aya. 8 mois, c'est pas 8 jours. Une joie évidente, mais beaucoup de pincements au cœur. Et pour cause, Paul Aya Abiné a quitté son domicile en janvier dernier, rayonnant de santé. Il le regagne 8 mois plus tard, pris en otage par la maladie. Il est cardiaque. C'est un monsieur qui n'a jamais pris les remèdes. Qu'il reste comme ça, il prend les remèdes. Même s'il a le pali dit que non, vous aimez trop les remèdes. Mais aujourd'hui, chaque matin, il a au moins 8 comprimés à prendre. Et pour toute sa vie. Voilà l'œil qui est là. Il ne voit pas bien. Là où on l'avait mis. Parce qu'il a commencé à avoir chaud. Il était mouillé de la tête jusqu'aux pieds dans la nuit. Et il a commencé à... Relative à la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon des parents qui ont encore à l'esprit cette année scolaire précédente qui a été tumultueuse, paralysée durant plusieurs mois, une année scolaire difficile où les enfants, durant plusieurs mois, n'ont pas pu se rendre à l'école en raison des villes mortes observées dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, année tumultueuse qui pourrait peut-être encore se présenter, d'où cette libération de certains leaders du consortium de la société civile anglophone. Comment cette année s'est-elle déroulée? 2016-2017, année scolaire tumultueuse dans le chaudron de la crise anglophone. C'est un grand reportage signé Eric Watat et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Le 6 novembre 2016, 6 syndicats professionnels d'enseignants anglophones décident d'emboîter le pas aux avocats des mêmes régions du Cameroun en lançant un mot d'ordre de grève qui appelle les parents d'élèves, les enseignants et les étudiants à ne plus aller à l'école à partir du 21 novembre 2016. Ces syndicats d'enseignants
conditionne la reprise des classes par la satisfaction à 11 revendications adressées au gouvernement. D'abord, il dénonce l'affectation dans les établissements anglophones des enseignants de première langue française qui ont une connaissance approximative de l'anglais. Des jours s'écoulent et le 21 novembre 2016, la grève est effective dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. À Yaoundé, la situation fait bouger le gouvernement. Le ministre de l'enseignement supérieur, celui des enseignements secondaires et le ministre de l'éducation de base se rendent à Bamenda pour tenter de désamorcer la grève. Mais ils font face à la radicalisation des syndicats des enseignants. Le président de la République entre alors en jeu et décide d'instruire au gouvernement le redéploiement des enseignants en zone anglophone, tout en octroyant 2 milliards de francs CFA à titre de subvention pour les établissements privés et confessionnels. Mais ça ne changera rien. Le premier trimestre reste fortement perturbé dans cette partie du pays. Le gouvernement multiplie des rencontres avec les syndicats. Le 27 décembre 2016, aux 11 revendications précédentes, les syndicats des enseignants anglophones ajoutent la libération des personnes interpellées dans le cadre des manifestations du 8 décembre et l'accroissement des membres du comité ad hoc avec l'implication des ressortissants du sud-ouest. Entre les deux parties s'installe désormais un dialogue de sourds. À l'université de Buea, alors que la grogne grimpe dans le secteur de l'éducation, les étudiants se font entendre à leur tour. Nous réclamons la réhabilitation de l'association des étudiants dans cette université. L'année scolaire dans les régions anglophones prend du plomb dans l'aile. Certains trouvent là l'opportunité de se lancer dans des dérives. Le 7 janvier 2017, ils mettent le feu sur des bâtiments de l'école d'Atouakoum, dans l'arrondissement de Bamenda 2e, désemparant ici les élèves qui ne demandent qu'à suivre leur cours. Je ne me sens pas bien du tout. Ma salle de classe a été brûlée par les flammes. Mon frère et moi, où allons-nous fréquenter dorénavant? La peur gagne du terrain. Plusieurs parents décident de ne plus laisser leurs enfants aller à l'école à cause des violences dont ils sont victimes. La rentrée à chaque trimestre se fait dans la peur. Ce n'est pas du tout intéressant que nous soyons seulement quelques-uns en classe à cause des violences. Nous venons à l'école mais sans uniforme, par peur de représailles. Saying that if they see anybody in uniform, they are going to catch the person, kidnap the person or brutalize you on the way. Ainsi, dans les régions anglophones, ils sont nombreux qui ont été inscrits à l'école, mais finalement ont passé une année blanche. Une situation qui a plongé plusieurs parents d'élèves dans le désarroi. Quelle est la situation là-bas? Ok, bon, mais essaye donc de faire comme tu dis, mais bon, prendre toutes les précautions et puis essaye quand même d'avoir toutes les informations. Aussi bien à l'université de Buea que dans ton ancien établissement privé. C'est extrêmement difficile parce que c'est une année complètement ratée. On a pris toutes les dispositions au niveau de la famille pour louer un studio. On a payé à peu près 210 000 francs annuellement. Maintenant, la pension a été payée au moins le tiers. Il était question qu'on paye encore en janvier, mais rien n'a bougé et donc il a tourné en rond comme ça et on avait tout espoir que les choses vont s'arranger. Comme c'était dans une université privée, donc il squattait un peu à l'université de Buea pour attendre. Et je peux vous dire qu'actuellement il est encore reparti parce qu'il a tout pu s'inscrire à l'université là-bas. Bon, il a demandé de s'inscrire donc cette fois-ci à l'université de Buea. Mais avec les nouvelles que j'ai eues ce matin, que beaucoup de gens sont en train de faire inscrire leurs enfants de ce côté, j'ai demandé qu'ils attendent d'abord. Bloquer l'accès à l'éducation aux enfants, c'est simplement inadmissible, affirment ses parents d'élèves. Aucun parent au monde ne peut accepter, priver son enfant du droit le plus essentiel, qui est l'éducation. Je suis plus que préoccupé. Je suis plus que préoccupé parce que l'amour du Cameroun devrait être au centre de tout ce que nous devons faire. Dans les revendications corporatistes, politiques et autres, nous devons mettre l'intérêt du Cameroun d'abord. Et l'intérêt du Cameroun part de sa jeunesse. Parce qu'une jeunesse qu'on prive d'éducation, qu'on prive de la formation,
c'est une jeunesse qu'on va en pâture. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on revendiquera demain au Cameroun quand cette tranche de jeunes n'arrivera pas à pouvoir se mettre à niveau pour les concours, pour des institutions ou alors pour pouvoir s'épanouir dans la société? Ce sera de notre faute, ce sera la faute du politique, ce sera la faute de la société, ce sera la faute des acteurs qui ont paralysé cette tranche-là. Donc, vivement que la sérénité revienne. La situation n'a pas laissé indifférents les hommes politiques. Il est difficile pour un parent de savoir qu'il y a des opérations de ville morte dehors avec des violences et de dire à ses enfants d'y aller. En plus, il y a eu les attaques des écoles. Si les parents étaient d'accord pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école, il n'y a pas besoin de parler de l'école. Il n'y a pas besoin de s'en prendre aux policiers. Si j'aime les enfants, je dis aux enfants, vous ne partez pas, ils ne partent pas. On sait des violences, c'est bien parce qu'il y a des parents qui ne souhaitaient pas. Ensuite, il est illusoire de voir qu'il y a une idée qui peut recueillir 100% des opinions. Autrement dit, même si une majorité de parents anglophones ne voulaient pas envoyer les enfants à l'école, il y aurait eu au moins une minorité, aussi petite qu'elle soit, qui voulait envoyer ses enfants à l'école. Il fallait les laisser. Il aurait crédibilisé le fait que bon, c'est de volonté délibérée. Mais le fait qu'on l'empêche, il y a donc un doute très important. Et le fait qu'il y ait des violences, le doute est encore plus important. Les parents ont un besoin de sécurité, c'est tout. Et moi, je ne vois pas dans quelle logique, dans quel état d'esprit peut être un parent qui décide de ne pas envoyer ses enfants à l'école. Avocat, homme politique et fils de la région du Nord-Ouest, maître du Lusatchou, affirme que ces actions ont vite fait de diluer certaines revendications pourtant légitimes. Chez nous, les anglophones, le droit et l'éducation sont des domaines très sensibles. Lorsque vous touchez à ça, c'est créer des revenus un peu partout. Pour moi, je suis vraiment touché du fait que les enfants n'ont pas fréquenté, l'année dernière. Et je pense que c'est vrai qu'on a géré, le président de l'État en matière d'éducation et en matière de la justice, mais le fait d'utiliser les enfants, comme les boucs émissaires, comme ceux qui subissent le sort, vraiment me touche et je ne suis pas d'accord. Mais nous sommes dans un état de droit dans lequel il faut qu'on revoie comment on peut faire, pour améliorer la situation, pour faire en telle sorte que la majorité des Camerounais soient contents. La radicalisation de la crise anglophone, selon des sociologues, est passée par le secteur de l'éducation à cause de la capacité de ce secteur à rassembler les masses. C'est que le milieu éducatif est, premièrement, l'espace le mieux organisé et le plus approprié pour une telle crise, à travers lequel on peut mobiliser facilement les acteurs, plutôt que d'aller créer de nouveaux espaces où il faut organiser les acteurs. Le milieu éducatif est un milieu déjà organisé. De deux, le milieu éducatif est un milieu qui implique les masses populaires dont on a besoin pour la réussite d'une révolution, pour la réussite de quelque forme de rupture avec une entité politique préalable. Et un dernier aspect qui voudrait que la culture anglo-saxonne soit une culture où l'action collective porte mieux. Parce qu'il y a les logiques d'action collective. Et les logiques d'action collective, c'est-à-dire les logiques de mobilisation populaire. Et donc ceux-là sont capables de porter de moins de mobilisation qui soit plus efficace que ce qu'on a souvent constaté dans l'ensemble du territoire. D'ailleurs, nous connaissons que le mouvement de protestation des étudiants a toujours commencé par Bouya et a toujours été mieux porté dans la zone anglophone. L'année scolaire 2017-2018. Au niveau des institutions, le Vatican et l'Organisation des Nations Unies ont pesé de leur poids, que ce soit à travers le pape lors de l'audience du mois de mars accordée à Paul Biya ou encore par le truchement du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, Lansana Fall. Sur le plan national, des parlementaires issus du parti au pouvoir s'étaient tout aussi mobilisés dans le même sens. Ensuite, au niveau diplomatique, toutes les missions explicatives envoyées par Paul Biya dans les pays étrangers pour éclairer la diaspora ont échoué, étant marquées dans certains pays par des bagarres géantes.
Il y a aussi la visibilité de plus en plus accrue des sécessionnistes anglophones, de leurs drapeaux et de leurs armoiries sur la scène internationale. Enfin, il y a la situation chaotique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, les actes répétés de vandalisme, les villes mortes, la forte militarisation, toutes choses qui concouraient à une année scolaire une fois encore tumultueuse. Le président de la République avait-il au regard de ce tableau d'autres choix? La décision d'arrêter ces poursuites judiciaires remet aussi au goût du jour les questions sur la valeur et la qualité de la justice camerounaise. Car voilà que sont remises en liberté des personnes présentées hier comme des dangereux terroristes. Un vrai scandale sous d'autres cieux. Cette crise anglophone, c'est environ 9 mois de revendications sociopolitiques, 9 mois de violente répression, 9 mois de défiance, de boycott et de villes mortes. Une crise sans précédent vécue au Cameroun. Ike Cyril retrace l'ADN de cette crise anglophone dans ce reportage. Au commencement était la grève des avocats lancée le 11 octobre 2016 et celle des enseignants lancée le 21 novembre 2016 dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La réaction du gouvernement fut marquée par la création dans un premier temps d'une commission interministérielle placé sous la présidence de Jacques Famdongo. Mais les grévistes vont recuser le ministre de l'Enseignement supérieur, obligeant le Premier ministre à prendre les choses en main. La médiation de Philémon Yang sera malheureusement de courte durée. Le 25 novembre 2016, il subit un cuisant échec face aux grévistes qui élaborent alors une résolution en 8 points pour une sortie de crise. Le gouvernement a jusqu'au 30 novembre 2016 pour se prononcer sur au moins un seul des 8 points. La veille, c'est-à-dire le 29 novembre, une nouvelle commission est créée et placée sous la présidence de Paul Gogomo Mingo, directeur du cabinet du Premier ministre. Dans la foulée, le gouvernement annonce une subvention de 2 milliards de francs CFA pour les établissements privés et le recrutement de près de 1000 enseignants bilingues. Le 2 décembre 2016, les leaders anglophones émettent des réserves sur ces mesures. C'est alors que les partis politiques entrent en scène. Le RDPC notamment programme un meeting qui tourne en rixe et s'achève dans la confusion la plus totale le 8 décembre 2016 à Bamenda. Le 12 décembre 2016, Paul Gogomo conditionne le début des travaux de la commission interministérielle par la levée du mot d'ordre de grève. Une position taxée de mauvaise foi par les leaders qui y opposent une fin de non-recevoir. 27 décembre 2016, les travaux de la commission démarrent enfin à Bamenda. Mais les leaders claquent la porte au bout de quelques heures de négociations. Pendant ce temps, d'autres travaux conduits à Yaoundé par le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean-Pierre Fogui, connaissent eux aussi un échec. Les positions se radicalisent, la crise s'enlise et le gouvernement commence les arrestations. Maître Fontem Neba et Agbombala sont arrêtés le 17 janvier 2017. Mancho Bigbisi est arrêté le lendemain 18 janvier et Paul Aya Abine le 21 janvier pour ne parler que des arrestations les plus spectaculaires. Maître Akere Mouna, l'ancien bâtonnier, a un peu plus de chance. Après son audition le 24 mars 2017, il n'est pas arrêté. Le procès des leaders incarcérés se déroule à Yaoundé et non dans les tribunaux du ressort de leur lieu d'interpellation. Après plusieurs audiences et autant de renvois, les avocats de la défense demandent sans succès la libération provisoire des leaders incarcérés. L'affaire se déporte même du tribunal militaire de Yaoundé pour le tribunal de grande instance du Fundi sans que les leaders soient libérés. Et c'est finalement un décret de Paul Biya, ce 30 août 2017, qui ordonne l'arrêt des poursuites contre les personnalités arrêtées dans le cadre de la crise anglophone. Et ils sont nombreux, des parents qui espèrent que cet arrêt des poursuites judiciaires pourrait décrisper les tensions dans les deux régions du nord-ouest et du sud-ouest et surtout résoudre cette équation. À secouer la porte, à donner les coups de poing à la porte de sa cellule. C'est là que Dieu a envoyé quelqu'un, toujours du CED, qui passait, on ne sait pas comment, pour venir demander mais qu'est-ce qui se passe. Qu'on ouvre, et c'est là qu'on a ouvert. Il a fait sortir.
Il lui dit, si vous me remettez encore là, je vais mourir. Le matin, on a vu que sa face était gonflée, que tout était noir. Je lui ai demandé que c'est quoi. Mais on laisse tout à Dieu. Parce qu'on ne doit pas poser des questions. Peut-être sa vie était tracée comme ça. En dehors de la famille, les voisins du quartier sont les autres témoins de ce retour silencieux, mais ô combien chargé d'émotions. Paul Aya Abiné, bien que diminué par la maladie et le calvaire vécu pendant sa longue détention, savoure cet instant, l'instant des retrouvailles après une douloureuse absence. C'était un rêve, il est devenu réalité aujourd'hui. Paul Aya Abiné, qui a toujours clamé son innocence, a retrouvé la chaleur et la tranquillité de son domicile, le cœur meurtri, mais l'essentiel est sauf aujourd'hui. Il est là, il prendra le temps nécessaire pour dire comment il perçoit l'acte présidentiel, mais c'est déjà important qu'il ait retrouvé sa famille après une longue détention qui aura été difficile, mais alors une épreuve plus que douloureuse. Ici le domicile de Paul Aya Abiné à Tam-Tam Week-end, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, tous les Camerounais des 10 régions du pays ont le regard rivé vers le tribunal militaire de Yaoundé où se joue le destin des autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise anglophone. Et selon les dernières informations, les premières bénéficiaires de l'arrêt des poursuites pendant devant le tribunal militaire à Yaoundé sont Congo Félix Agbo, Fontaine-Neba et environ une vingtaine de personnes anonymes interpellées dans le cadre de cette crise. Le cas de Mancho BBC et d'autres personnes doivent être examinées lors d'une prochaine audience, selon nos reporters présents sur place au tribunal militaire de Yaoundé. Et déjà, des scènes de liesse et de joie sont vécues à Bamenda au lendemain de l'annonce de l'arrêt des poursuites judiciaires contre les leaders du consortium de la société civile anglophone et toutes les autres personnes interpellées dans le cadre de cette crise. Et il y a des populations qui attendent avec impatience le retour de leurs proches. Certains parents espèrent que cette décision de Paul Biya va décrisper les tensions. Ils croisent les doigts également pour qu'elle puisse résoudre l'équation de la rentrée scolaire dans le chaudron de la crise anglophone. Reportage Innocent Abega, Foran Sonchanji et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce jeudi 31 août 2017, c'est une ville de Bamenda, beaucoup plus bruyante que ces derniers jours. Les habitants vaquent tranquillement à leurs occupations, au lendemain de l'acte du chef de l'État ordonnant l'arrêt des poursuites judiciaires contre certaines personnes interpellées dans le cadre de la crise anglophone. En tout début de matinée, les réactions de ces habitants sur le sujet ne se font pas attendre. I'm very happy until see the people first. Je suis très satisfaite, mais nous voulons d'abord les voir en liberté et ainsi nos enfants iront à l'école. Dans le cas contraire, la rentrée ne sera pas effective. Nous sommes très heureux. Maintenant, il n'y aura plus de tension. Je crois que cette crise relève désormais du passé. C'est un bon début. Dès que toutes ces personnes auront effectivement retrouvé la liberté, il faudra maintenant poursuivre le dialogue. We were talking about dialogue. If these people have been released, all of them, and we go back to the table and dialogue and look for a way forward into this matter. Pour ces habitants de Bamenda, il est donc clair qu'après cette étape, il faudra fournir d'autres efforts. Cet arrêt des poursuites judiciaires prononcées, ordonnées au sommet de l'État, est-il l'émanation de la simple volonté du président de la République à résoudre de façon pacifique cette crise? Un faisceau d'indices illustre à suffisance l'énorme pression sur le plan interne, à la fois social et politique, mais aussi l'inquiétude de la communauté internationale. Acculés de toutes parts, les pouvoirs publics ont cédé face au risque élevé d'insécurité et d'une année scolaire blanche dans les régions anglophones. Des précisions avec Éric Martial Ndiomo dans ce reportage. Les pontes du régime de Yaoundé ont longuement été critiquées sur la gestion faite par elle de la crise anglophone. Une gestion qui a très souvent frôlé l'arrogance selon plusieurs acteurs et qui était en forte contradiction avec les nombreux appels au dialogue et surtout à la libération des protagonistes en Bastille après l'échec des négociations. Pourtant, la pression était forte et importante, ce qui donne une connotation clairement politique à la décision de Paul Biya qui s'est vu presque forcer la main en les libérant. D'abord